Et bonsoir à tous, on y est, 18h, c'est l'heure que tout le monde attend, le nouvel épisode d'Apéro Pistache et Littérature. Et ce soir, on va encore se régaler une fois de plus avec Solène Bakowski. Solène, comment allez-vous? Merci d'être là. Bonjour, merci à vous pour cette invitation et je vais super bien. Formidable, formidable. Solène Bakowski, on va se régaler. Une nouvelle grande voix du thriller psychologique à la française. On va trembler. Ce soir, on va trembler, on va se régaler. On va encore parler bouquins, on va parler réseaux sociaux avec forcément votre dernier livre, Miracle, qui est là. On va en parler. Pas de panique pour ceux qui ne l'auraient pas encore lu. Il n'y aura pas de spoil. On va pas divulgacher, comme disent nos amis québécois. Et une première question, Solène, forcément, hein. Comment avez-vous vécu ces journées d'auteurs confinés? On espère les dernières. On est le 10 mai à l'heure où on s'enregistre. Voilà. Comment avez-vous géré ces journées, ces dernières semaines? Finalement, plutôt bien parce que moi, faut dire que ça me change pas tellement de mon quotidien. En vrai, je suis confinée un peu à longueur d'année puisque j'ai la chance incroyable de pouvoir vivre de ma plume. Donc, en gros, en vrai, mon quotidien normal, c'est un quotidien d'auteur en pyjama toute la journée. Donc, tout va bien bah ouais, non, ça change rien pour moi finalement. À part que maintenant, je sors masquée quand je vais faire des courses. C'est à peu près tout. Bon, voilà, ça va. Changement limité, donc ça va. Tant mieux pour vous. Et justement, on va attendre le scoop. Ce sera dans les dernières questions, savoir si vous êtes déjà sur l'écriture d'un nouveau livre. On va garder cette tension comme ça tout au long de la vidéo. Mais en attendant, est-ce que cette thématique du confinement, justement, cette thématique même peut-être de la pandémie, vous a donné des idées par rapport à l'écriture? Est-ce qu'elle a pu modifier vos projets actuels ou est-ce que vous êtes resté quand même à distance? Non, je crois que pour l'instant, il y a pas, ça m'a pas donné, ça m'a pas inspiré un sujet. En fait, je dois dire qu'au début, ça m'a même un peu, comment dire, ça m'a même un peu figée, quoi. J'étais tellement stupéfaite. On est dans la société occidentale dans laquelle on a la chance de vivre et quand même une société où on est surprotégé de tout. Bon, de manière collective, je veux dire individuellement, évidemment, on vit chacun nos drames, mais bon, quand même, on n'a pas de grosses catastrophes qui nous tombent sur le coin du nez. Et puis d'un coup, on se rend compte que si, en fait, on est comme les autres et que un jour notre vie peut changer du jour au lendemain. Et en fait, du coup, pendant 10 jours, moi, ça m'a complètement coupé la chic d'écrire. J'étais incapable d'écrire quoi que ce soit. Je crois que j'étais sidérée, en fait. Après, c'est passé, le rythme est revenu, mais il a fallu digérer le fait que ouais, en fait, on était dans une société vulnérable aussi. On a retrouvé le goût d'être mortel presque, finalement. C'est vrai, mais parfois ça fait du bien aussi de se le rappeler. Hein. C'est vrai. Ça peut être super. Un rappel à l'ordre, on l'espère qu'il va pas durer quand même, mais effectivement. Non, quand même. On croise les doigts, comme on se disait, on croise les doigts, on espère que ce sont les derniers jours, et qu'au moment où vous regardez cette vidéo, peut-être que tout ça n'est qu'un lointain souvenir, et qu'on en rigole dans les bars maintenant. Mais en attendant, on va apprendre à vous connaître, hein, petit à petit, Solène. Et est-ce que vous pouvez, avant d'aborder vos livres, de décortiquer tout ça, est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de votre parcours, des événements qui vous ont mené vers l'écriture et votre métier donc actuel? Je sais pas ce qui m'a mené. Est-ce qu'il y a un événement en particulier? Je sais pas. Je sais que j'ai toujours eu envie d'écrire et assez jeune en fait, ça m'est venu. J'écrivais des poèmes quand j'étais petite, des pièces de théâtre que je faisais jouer à mes copines dans la classe. Donc j'ai toujours eu cette envie-là. Après, j'ai commencé à écrire de manière plus, on va dire avec l'idée d'un roman en tête, de manière un peu plus, avec des épaules, je me suis sentie, des épaules assez larges pour terminer un roman. Disons, c'est arrivé lorsqu'on est parti en Chine. On a vécu un petit peu en Chine avec mon mari et ma fille. Et en fait, j'ai écrit un roman sur Paris parce que Paris me manquait. Et c'est là, du coup, que j'ai trouvé le moment, le temps où je me suis trouvée assez mature, on va dire, pour écrire. Donc c'est à ce moment-là que ça a commencé de manière un peu pro. Et puis voilà. Puis ça s'est enchaîné comme ça, avec un passage par l'auto-édition. Qui m'a fait rencontrer ensuite mon éditrice chez Brajlon. Et puis voilà, les choses se sont enchaînées de cette manière-là. J'ai eu beaucoup de chance. Petit à petit, aujourd'hui, donc c'est votre métier. Vous êtes auteur, vous vivez de votre plume. Ouais, quelle chance, hein. Ça, c'est un vrai luxe. Je mesure tous les jours le cadeau qui m'a été fait, là, pour le coup. Alors, effectivement, vous allez faire des envieux. Je crois que vous allez faire des envieux. Et donc, vous êtes l'auteur aujourd'hui de 6 romans, si je dis pas de bêtises. Est-ce que le chiffre est juste? Attendez. Ah. Attention, parfois on tombe avec Elle sans elle, Miracle en 5.
5. Ah, voilà, mais je dis des bêtises, les chiffres ne sont pas bons. Pardon, si. Alors les chiffres sont pas complètement erronés. Il y en a un 6e, mais qui lui est resté de manière très confidentielle en auto-édition. Donc, allez, on va dire 5,5 quoi. Du coup. Bon voilà, 5,5. Donc, et une question forcément, vous avez écrit des romans sur des thèmes assez divers. Qu'est-ce qui vous donne l'idée, comme ça, de commencer un projet d'écriture, de vous lancer dans une aventure de plusieurs centaines de pages? Je sais pas, ça dépend à chaque fois de chaque roman. Chaque roman a une naissance différente. Un sac, ça a commencé parce que, en fait, les toutes premières lignes d'un sac, ça a commencé parce que je me suis fâchée avec ma maman, de laquelle je suis très très proche. Et en fait, on s'est brouillé pour une bêtise, hein, mais sur le moment, ça m'avait vraiment énervée. Donc du coup, je me suis mise à mon bureau et j'ai commencé à cracher comme ça 30 pages. Et à l'origine, les 30 premières pages parlaient d'une mère qui dévore son enfant. Bon, alors, la version finale d'un sac est un peu différente, hein, mais au départ, c'était ça. Et puis après, on est parti en Chine avec mon mari, et là, j'ai eu envie de retrouver Paris, en tout cas dans ma tête, et ce qui fait que ça a donné lieu à un sac tel il existe aujourd'hui. Une bonne intention, je sais pas, une bonne intention, j'avais une espèce d'idée de personnage, d'une fillette en tête, et puis voilà, puis j'avais envie de parler de sujets, comment dire, vous savez, il y a des sujets qui gratouillent un peu, des thèmes comme ça, qui vous, je sais pas, que vous voyez passer à la télé ou dans des articles, dans des lectures, et puis vous vous dites, tiens, là, il y a un truc qui me révolte un peu, j'ai envie de le traiter. Une bonne intention, c'était ça, parce que c'est un roman, alors je vais pas le spoiler, mais disons que c'est un roman sur les jugements à l'emporte-pièce et puis sur le droit à la différence. Avec elle, sans elle, ça a commencé parce qu'on avait envie de faire un projet avec Amélie Antoine. Là encore une histoire de naissance un peu différente. Et puis, Miracle, c'est arrivé parce que je me promenais dans les allées du Salon du Livre de Paris, puis j'ai entendu une conférence. Je me suis arrêtée pour l'écouter de manière un peu plus attentive. Et puis là, l'histoire de cette gamine atteinte de cette tumeur au cerveau, elle est arrivée d'un seul coup. En fait, j'avais quasiment tout le roman en tête en sortant du Salon du Livre. Vraiment, ça dépend de chaque roman. À chaque fois, un élément déclencheur comme ça que vous rencontrez un peu au hasard. Et justement, j'aimerais revenir sur ce projet d'écriture avec elle, sans elle, extrêmement original. Donc, que vous avez que vous avez mené en compagnie de Amélie Antoine. Est-ce que vous pouvez nous présenter ce projet? Parce que c'est vrai que j'ai été vraiment très intéressé. Je crois que c'est une initiative très originale, très rare. Est-ce qu'il y a des équivalents ou... Alors, je crois pas. En tout cas, en littérature française, je crois pas qu'il y ait des choses équivalentes dans la mesure où là, c'est 2 auteurs. Alors, il y a des tentatives avec un seul auteur. Vous savez, un seul auteur qui donne une version et puis une autre de son histoire. Ça, je crois que ça existe. Oui, Jean-Paul Dubois, notamment le Goncourt 2019. Et par contre, deux auteurs différents, je crois pas que ça s'est déjà fait. Oh là là. Mais voilà, non, en fait, ça c'est... en fait, avec Amélie, on avait envie de travailler ensemble, mais on voulait pas non plus se cannibaliser l'une l'autre. On voulait que chacun garde un peu son précaré, son univers. Et donc, l'écriture de 2 romans distincts, parce qu'avec Elle sans elle, en fait, ce sont 2 romans distincts, mais qui ont la particularité d'avoir un début, une dizaine de pages en commun. Et puis à l'issue de ces 10 pages, un tout petit détail qui fait que chaque histoire prend une direction à l'opposé de l'autre. Voilà. Et nous, on s'est dit que c'était la meilleure façon pour nous de s'exprimer librement chacune. Et on pensait en plus, un peu naïvement, que ça nous donnerait beaucoup moins de contraintes qu'une réelle écriture à 4 mains. Parce que l'écriture, il y a plein d'auteurs qui font des écritures à 4 mains. Nous, ça nous paraissait très très compliqué. Et en fait, à la longue, on s'est rendu compte que non, le projet dans lequel on s'était lancé était assez complexe, assez ardu et nous a obligé à énormément d'échanges. Enfin, quand je vous dis énormément, c'est de l'ordre, on s'appelait tous les jours, on s'envoyait 15 mails par jour, voilà, parce qu'il fallait garder une cohérence, comme c'était, en fait, nos histoires mettent en scène la même famille,
on ne pouvait pas trop s'écarter l'une de l'autre malgré tout, parce que c'est comme si je vous mettez dans une situation A et dans une situation B, vous allez réagir différemment, mais au fond, ça sera toujours vous. Et ben là, les personnages, tout l'enjeu, c'était ça, c'était de mettre ces personnages qu'on avait construits ensemble, de les mettre chacun face à une situation différente, mais il fallait que ça reste cohérent, quoi. Donc voilà. C'est un chantier assez intéressant parce que comment vous aviez fait? Est-ce que vous aviez défini le maximum d'éléments au début pour partir chacune de votre côté avec ces éléments en tête, ou est-ce que finalement vous avez vu évoluer au fil de l'écriture les personnages ou les situations en vous disant bah, tiens effectivement toi aussi prends ça de ton côté pour l'adapter et comme ça avancer chacune dans votre voie finalement? Non, alors en fait on a construit tout ce qu'on pouvait construire ensemble, on l'a fait. C'est-à-dire que on a commencé d'abord par une galerie de personnages qu'on a vraiment construit en commun. On a beaucoup discuté avant l'écriture. On s'était trouvé des photos sur Internet pour être sûr qu'on soit raccord au niveau de l'apparence. On avait fait des fiches Excel, vous voyez, où on mettait les traits de caractère, un peu de passé, qui et quoi, voilà. Ensuite, on a monté chaque histoire en fait ensemble aussi. En gros, hein, le fil rouge, je veux dire, pas chaque petit détail, mais enfin, le fil rouge, on a monté les 2 fils rouges ensemble, et puis ensuite, on a écrit les 15 premières pages, enfin les 10 ou 15 premières pages en vraie écriture à 4 mains. Chacune a pris un bout, on a remanié, lissé le style et tout. Et puis après, Amélie a écrit toute sa partie. J'ai lu son roman. J'ai ensuite écrit mon roman à moi, tout en suivant le canevas qu'on avait élaboré ensemble. Et puis je lui envoyais en fait tous les 2 ou 3 chapitres que j'écrivais, je lui envoyais tous les vendredis en fait, hein, comme les devoirs. Voilà, je faisais les devoirs, j'étais très très docile, et tous les vendredis elle recevait donc son mail avec ces trucs à lire, elle me les renvoyait corrigés. En fait, on a fait comme ça parce que ça permettait de mettre des petits clins d'œil. Moi, je pouvais rebondir sur des choses que j'avais lues chez elle. Je pouvais les inclure chez moi, notamment des personnages qui, chez elle, prennent beaucoup d'ampleur chez moi, qui font des passages furtifs. En fait, vous savez, c'est une manière de faire des échos, en fait. C'était pour rendre l'expérience de lecture un petit peu rigolote, voilà. Et pour vous dire à quel point on est un peu maso quand même avec Amélie, on avait même poussé le vice à se dire qu'on voulait des romans de la même taille à peu près. Donc on s'était donné en plus cette contrainte-là d'un nombre de chapitres identiques. Bon, sur la dernière version, j'ai un peu triché, mais à l'origine c'était ça, un nombre de chapitres identiques avec un nombre de pages par chapitre à peu près identique aussi. Voilà. Et puis en plus de ça, il faut vous dire que Amélie et moi, on a 2 façons très très différentes de travailler. Amélie, c'est quelqu'un d'hyper structuré qui arrive à monter ses intrigues en amont d'écriture, qui ne se lance dans l'écriture que lorsqu'elle a tout bien élaboré. Moi, je suis tout l'inverse de ça. Moi, j'ai plutôt tendance à me laisser partir, à m'accorder un espace de liberté et à pas être capable de trop anticiper. Je pense que c'est un problème de cerveau, hein, chez moi. Chez elle, je ne sais pas, en tout cas, la vérité doit être au milieu du gué. Mais du coup, voilà, donc il a fallu aussi composer avec les façons de travailler de chacune. C'est une expérience d'écriture hyper intéressante et très, comment dire, enfin, on apprend plein de trucs en faisant ça. Et sur un travail qui a duré combien de temps? Tout ce travail d'écriture vous a pris disons que moi je dirais que ça nous a pris peut-être en tout, hein, pour le finaliser complètement, peut-être pas loin d'1 an, entre le moment où on a commencé à en parler, à chercher une idée de ce qu'on pourrait faire, et le moment où on a mis le mot fin. Non, 1 an ça me paraît beaucoup. Non, 7 mois peut-être, 7 mois. Sachant que moi, je ne travaillais déjà plus, donc j'avais le temps aussi. Elle, Amélie, bossait à côté, mais Amélie, elle écrit très très vite. Plus vite que moi. Donc, un projet vraiment, vraiment intéressant. Et donc, avec elle, sans elle, miracle, le dernier en date, qui est là, hop, la couverture, chez Cosmopolis. Alors, vous racontez l'histoire de Laure, une jeune femme qui découvre qu'elle est atteinte d'une tumeur terrible au cerveau. Et elle va se lancer un dernier défi, on n'en dira pas plus,
bien aidé par les médias et les réseaux sociaux. Alors, on va décortiquer tous ces éléments-là qui sont extrêmement intéressants. Moi, j'ai été conquis par ce livre. Ceux qui ont suivi la critique Let It Be, là, vraiment, je vais être dithyrambique. Si vous cherchez de l'objectivité, faut arrêter. Faut quitter la vidéo, c'est pas pour là. Voilà. Mais comment, déjà, d'abord, qu'est-ce qui vous a donné envie de raconter cette histoire? Vous nous avez donné un des éléments tout à l'heure, ce que vous avez découvert en l'écoutant dans les travées du salon du livre. Mais pourquoi cette envie d'aller vers les réseaux sociaux, vers quelque chose de très très contemporain et à la fois très difficile à saisir? Parce que, et on le voit dans votre roman, il y a quand même un aspect, on va dire positif, un aspect négatif qui se confronte en permanence. Pourquoi ce gros défi, une fois encore, après celui d'Avec elle sans elle? Parce que les réseaux sociaux, ça impacte drôlement nos vies en fait. En très très peu de temps, ça a pris une importance incroyable. Et en fait, ça m'a, comment dire, ma fille, là, elle va avoir 12 ans, donc au moment de l'écriture, elle allait plutôt avoir 11 ans, et elle allait rentrer au collège, et je me suis dit que ça allait être le moment pour elle où elle allait être confrontée aux réseaux sociaux, parce qu'aujourd'hui, un collégien, enfin, vous pouvez pas le priver des réseaux sociaux, vous l'amputez d'une partie de sa vie sociale, donc c'est plus possible. Et donc, je me suis dit, je sais pas, j'avais envie de savoir qu'est-ce que ça veut dire aujourd'hui de grandir dans un monde avec les réseaux sociaux. Alors, je sais pas quel âge vous avez, Rémi. 26 ans. Il n'y a pas de 26 ans. 26 ans. 26 ans. Ah bah donc vous êtes plus jeune que moi. Moi, je suis une vieille rombière à côté et j'ai un souvenir très très fort de ma vie d'avant les réseaux sociaux. Moi, j'ai commencé à me servir de Facebook. Honnêtement, j'avais, je sais pas, 24 ans. Enfin, j'ai eu une longue vie et puis toute mon adolescence sans. Et j'ai l'impression, du coup, ma fille et moi, on va pas du tout avoir la même adolescence. Alors, vous allez me dire, bah non, on n'a jamais la même adolescence que ses parents, mais là, quand même, j'ai l'impression que c'est hyper, enfin, c'est, comment dire, le gouffre est vraiment dingue. Donc, j'avais envie de tricoter sur cette question, en tout cas, d'aller creuser un peu pour voir, ce que ça fait que les réseaux sociaux, et puis, d'aller, de ne pas juste m'attacher à l'aspect négatif, parce que, après tout, dans le roman noir, c'est vrai qu'on a plutôt tendance à aller chercher, ce qui n'est pas très rigolo. Et moi, je me suis dit, bah non, en fait, il faut prendre le problème dans sa globalité. Et c'est les réseaux sociaux, c'est à l'image de tout ce que l'homme a imaginé, a construit finalement. Il y a toujours quelque chose de positif et quelque chose de négatif. Voilà. Donc, ça a donné ça. Ça a donné donc Miracle, ce livre. Et moi, alors pour commencer dans la pluie d'éloges, là, je préfère vous le dire tout de suite. Non, mais j'ai été vraiment frappé en fait par la justesse de ce que vous racontez, parce que comme on le dit là, les réseaux sociaux effectivement donnent lieu à des situations terribles de harcèlement, des situations d'exposition terribles, d'images privées, comme on peut en voir tous les jours, jusqu'à mettre fin à des carrières politiques. On salue Benjamin Griveaux. Mais en même temps, c'est aussi la voie royale pour des projets sublimes. C'est grâce à ça, par exemple, qu'une Greta Thunberg a pu émerger. Et pourtant, tout ce mélange-là, et vous le saisissez dans le livre, il met en évidence des situations qui sont quand même complexes à juger. Notamment, je pense à cette entreprise qui va aider Laure dans son projet. On sent que c'est pas désintéressé tout ça. Voilà, j'en dis pas plus, je reste à la frontière. Et je trouve que c'était vraiment très malin de votre part de mettre ça en évidence. Mais en même temps, comment vous avez réussi à le saisir et à être aussi juste? Parce que on sent pas franchement de parti pris dans votre écriture. J'ai trouvé qu'il y a une distance qui est suffisante et qui est vraiment très forte. Comment vous avez réussi à garder ce pas de côté? Bon, d'abord, c'est gentil. Merci. Je prends tous ces compliments. Ça fait du bien là où ça passe. Non, en fait, je sais pas. Je crois qu'il y a pas de parti pris dans l'écriture, parce que moi, j'ai pas d'avis sur la question. J'avais juste envie d'analyser le problème. Mais j'ai pas d'avis. En fait, moi, alors je suis pas Greta Thunberg et mon histoire, elle est pas aussi fracassante, hein, mais moi, je viens de l'auto-édition et je suis un produit, on va dire, des réseaux sociaux. Moi, j'ai réussi à rencontrer mes lecteurs et à rencontrer aussi mon éditrice chez Bragelonne, parce que il y a un bouche à oreille qui s'est monté via les réseaux sociaux. En fait, sans les réseaux sociaux, très honnêtement, je pense que j'aurais même pas réussi à faire lire mon manuscrit. Voilà, donc je peux pas cracher dans la soupe, c'est pas possible, parce que je me rends bien compte à mon échelle de tout le bien que ça peut apporter. À contrario, je me rends compte aussi
Alors pareil, pas dans des proportions dingues, mais je vois passer des petits débats sur Facebook où des gens qui prennent vite la mouche, où chacun se croit aussi autorisé à avoir un avis sur à peu près tout. Vous savez, moi l'effet que ça me fait les réseaux sociaux, c'est que j'ai l'impression que c'est le café du commerce en pire, c'est-à-dire que au café du commerce, on dit pas tout à moins d'être complètement éméché, parce qu'on sait très bien que si on dit n'importe quoi à son voisin, on risque de s'en prendre une. Derrière son écran, on est finalement assez invulnérable et ça donne à certains une rampe de lancement pour sortir tout un tas de conneries. Voilà. Et c'est vrai que moi, ce qui me sidère dans les réseaux sociaux, c'est la façon dont certaines personnes s'en saisissent pour déverser toute leur bile, quoi, sans se préoccuper le moins du monde de la personne qui, de l'autre côté, va recevoir ce fiel. Je trouve ça d'une violence incroyable. Alors, pour m'aider un peu, on va dire, pour aller un peu plus loin, moi, j'ai regardé pas mal de vidéos de youtubeuses, notamment, qui parlaient du harcèlement qu'elles avaient vécu. C'est hyper douloureux pour ces gamines. Enfin, je veux dire, souvent des gamines. Enfin, je dis pas ça en disant c'est plus dur pour des gamines que pour des adultes, mais je veux dire, j'ai l'impression que quand on est adulte, on peut prendre un peu plus de distance. Mais des gamines youtubeuses qui finalement ont choisi de faire leur vie sur YouTube et pour qui, du coup, les réseaux sociaux sont toute leur existence, quoi, de se prendre comme ça des tsunamis d'insultes du jour au lendemain parce que un jour elles auront eu un mot malheureux, ou parce que, vous voyez, on est toujours dans cette surréaction, dans cette émotion permanente, et je sais pas, moi je regarde ça de manière un peu, ça me sidère un peu, quoi, voilà. Mais à côté de ça, il y a de très belles histoires, alors bon, c'est comme tout. Est-ce que justement il y a une forme de mise en garde un peu dans Miracle, à destination des jeunes générations surtout, mais est-ce que vous pensiez aussi un peu à ça, comme un avertissement de dire attention à bien faire le tri, parce que le jour où dans notre vie personnelle on est marqué par un événement terrible qui est le cas de Laure, on est encore plus fragile face à ces torrents, voilà, de haine qui peuvent arriver. Est-ce qu'il y a cet aspect-là aussi de mise en garde auquel vous pensiez? Alors, c'est pas quelque chose que j'avais envie de faire. Moi, je suis pas du tout, je me sens pas comme un lanceur d'alerte, ou voilà, moi, je me sens pas crédible dans ce rôle-là. Moi, j'ai juste une position, la position d'un observateur lambda qui décortique pour essayer de comprendre, d'analyser. À la limite, je sais pas, est-ce que ça met en garde? Peut-être qu'après coup, oui. Après coup, effectivement, c'est peut-être l'impression qu'on peut avoir, mais c'est pas forcément ce que moi j'avais de prime abord envie de faire, parce que je suis personne, quoi. Je suis personne pour avoir un avis. D'ailleurs, j'ai pas d'avis. Vraiment, j'arrive pas à savoir si c'est bien, si c'est mal. La seule personne à laquelle je me permettrais de faire des mises en garde, ça serait ma fille. À la limite, moi, je suis pour une éducation aux médias, ça c'est clair. Je suis pour qu'on accompagne nos enfants dans les réseaux sociaux, pas les laisser seuls, quoi, face à ça. Moi, je sais que souvent j'ai des discussions avec elle me parle notamment beaucoup de TikTok, des vidéos où elle voit des jeunes gens qui habitent ensemble, machin. Alors, je lui explique que c'est de l'image et qu'on fait dire ce qu'on veut à une image, sans pour autant rentrer dans un complotisme de dingue et tout. Mais voilà, dire les images Instagram, par exemple. On sait très bien que pour avoir une photo potable, il y en a 50 000 derrière, que toutes les nanas ne se réveillent pas comme ça au son du lit, ça n'existe pas. Voilà, c'est plutôt sur ce terrain-là, quoi. Après, une mise en garde, non, enfin, oui, je sais pas, peut-être. Non, mais c'est un sentiment qu'on peut avoir, en tout cas à la fin de la lecture du livre. Mais vous-même, vous avez dû beaucoup vous imprégner de tout ça, parce que là aussi, quand je parlais de justesse, c'est aussi dans les registres de langue que vous mobilisez quand vous faites parler les gens qui sont de l'autre côté de l'écran et qui contemplent l'aventure de Laure. Là aussi, on y est, quoi. Vraiment, ça pourrait être sur le téléphone. Je trouve que dans ce qui est dit, jusqu'aux fautes d'orthographe, c'est vraiment bien fait. Et est-ce que vous êtes vraiment immergé dans les réseaux pour arriver à ce résultat-là? Disons que je suis une bonne cliente des réseaux, alors j'y passe beaucoup de temps, c'est hyper chronophage, mais j'y vais beaucoup, j'y vais à la fois beaucoup pour faire vivre mes livres, et puis j'y vais beaucoup aussi parce que vous voyez, comme des fois on tombe sur des vidéos de chats, on va regarder une autre vidéo de chat, puis une autre, et moralité, on a passé la nuit sur des vidéos de chats. Bon, voilà, moi je suis ce genre de cliente-là, donc du coup, oui,
je me suis pas mal, enfin forcément, on s'imprègne après de ce qu'on voit. Voilà. Pour le retranscrire dans le roman. Et une autre question, je trouve, qui est assez centrale dans votre livre, et on l'évoque un petit peu depuis tout à l'heure, c'est aussi la question de la vérité, finalement, parce que sur les réseaux sociaux et dans Miracle, au bout d'un moment, tout le monde se soupçonne d'avoir dit la vérité, d'être vraiment malade ou pas. Et il y a un espèce de soupçon généralisé, qui est celui qu'on voit aujourd'hui, encore plus avec la crise du coronavirus, où tout le monde veut détenir la vérité, mais tout le monde soupçonne le voisin de dire des conneries, donc ça devient un espèce de mélange impossible. Vous, comment vous avez réussi aussi à articuler ça? Parce qu'on est en plein dans ces questions de fake news, d'encadrement de ce qui est dit sur les réseaux. Comment vous avez réussi à intégrer cette problématique dans votre roman, parce qu'elle est centrale? Je sais pas. Oui, c'est vrai qu'on est dans une société où on doute de tout, et en même temps, c'est compliqué de pas douter de tout. Alors, tant pis, on va faire un peu de politique 2 secondes. Quand on dit il y a 2 mois, non, mettez pas de masque parce que ça sert à rien. Au lieu je veux dire, on nous prend pour des enfants. Au lieu de nous dire, les gars, on n'en a pas assez, soyez cool, laissez-le au médecin et tout. Non, on préfère nous dire, non, mais attendez, ça sert à rien du tout. Puis maintenant, non, faut aller courir en chercher à Pétaouchnok parce que sinon, on peut pas prendre le métro. Alors, bon, ce que je veux dire, c'est que ça aide pas. Ça aide pas à avoir confiance dans ce qu'on entend, dans ce qu'on voit, et voilà. Donc, moi, je comprends que les gens finissent par douter à peu près de tout. Et puis, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Les réseaux sociaux favorisent des réactions basées uniquement sur l'émotionnel. Donc, l'émotionnel, c'est toute la palette d'émotions, y compris le doute, si tant est que le doute soit une émotion, vous comprenez ce que je veux dire. Bien sûr. Non, mais c'est vraiment intéressant parce qu'on peut s'amuser à faire des ponts avec la situation actuelle et votre roman. En y repensant pour préparer notre vidéo, je me suis dit, est-ce que Laure, finalement, c'est pas une Didier Raoult qui aurait réussi? Parce qu'à un moment donné, on la soupçonne d'avoir vécu ce qu'elle a vécu. Je n'en dis pas plus, là j'étais à 2 doigts de révéler quelque chose, mais on la soupçonne d'avoir eu un effet sur la santé, voilà. Et comme Didier Raoult, et c'est vraiment intéressant parce que vous avez saisi ça, ce basculement où tout le monde soupçonne tout le monde et on en arrive dans des situations assez ridicules, et c'est cette psychologie qui se dégage de vos romans. Est-ce que c'est quelque chose qui vous intéresse de manière générale, au-delà de Miracle, d'aller saisir un peu cette psychologie humaine? Est-ce que ça vous amuse? Je sais pas si c'est le bon terme, mais de triturer un petit peu tout ça pour le mettre sur le papier. Qu'est-ce qui vous attire là-dedans? Je sais pas, je crois que c'est mon fond de commerce en fait. Moi, c'est vrai que je fais pas des thrillers ou ça castagne ou tout ça parce que je sais pas faire et puis parce que j'ai du mal à y croire en fait. Moi, quand on me parle de serial killer, pour l'instant, j'en ai pas encore croisé. Par contre, je crois très fort à la folie normale. Et du coup, c'est ça qui m'intéresse, c'est gratter un peu la façade de mon voisin pour voir ce qui s'y cache. Ça, je trouve ça rigolo. C'est sans doute ça qui fait. Puis je sais pas, moi je crois, je m'intéresse, mais je sais pas, je crois que je m'intéresse aux gens et du coup je m'intéresse à leur histoire et ce qui fait que ça donne des personnages qui sont c'est pas des il y a pas bon, il y a pas de fous furieux, si il y a des fous furieux, mais des fous furieux presque normaux quoi dans mes romans. C'est pas les serial killers, tout ça, c'est pas du tout ce que je sais faire, pas du tout. Et c'est pas quelque chose en plus auquel je crois. Bon, il y en a, évidemment, mais je veux dire, voilà. Pas de serial killer dans les livres de Solène Bakowski. On a le scoop. Et justement, c'est pas encore, on sait pas. Justement, le scoop, c'est l'heure du scoop. La question, forcément, que tout le monde se pose, est-ce que vous êtes déjà dans l'écriture d'un nouveau livre? Oui. On veut des éléments. Dites-nous. Non, il n'y aura pas d'éléments. Je ne peux pas en donner parce que là, c'est trop tôt. Oui. Il est même quasiment terminé. Ah, super. Donc, quasiment. Après, c'est jamais terminé avant d'être mis sous presse. Mais... 2021 peut-être 2022 Rien n'est trop sûr pour l'instant, vous allez voir. Très honnêtement, là, étant donné que le monde de l'édition est en train de souffrir pas mal de ce qui s'est passé là ces dernières semaines, pour l'instant, j'avoue que c'est un peu le flou artistique. Donc... je peux, même si je voulais donner des éléments pour l'instant, je peux même. Solène Bakowski, elle est comme ça, le suspense toujours dans les livres, dans les vidéos. Non mais voilà, le suspense, on va mal dormir, merci beaucoup. Donc en tout cas, on attend ça avec impatience. En attendant, c'est Miracle qui est là, courez dans les librairies dès le 11 mai.
courez, inondez nos librairies en respectant les 2 mètres 50 là, tout ce qu'on veut, toujours respecter les distances. Donc voilà, c'est miracle. Déjà, un immense merci Solène d'avoir répondu à toutes ces questions-là. On a hâte de vous retrouver en librairie et avant de nous quitter, forcément, la séquence que la France attend. Voilà. Un dernier pour la route. Alors, des petites questions pour apprendre à vous connaître un petit peu mieux encore. Et on va commencer avec le cinéma, le film à voir d'urgence, voilà, le film qui vous plaît en ce moment. En ce moment, j'en sais pas. Je suis hyper nulle en cinéma, mais hyper nulle. Mais je crois que le film qui m'a le plus marqué quand j'étais petite, c'est Philadelphia. Voilà. J'ai adoré Philadelphia. Donc, si vous l'avez pas vu, ce qui est, à mon avis, impossible, là, vu que c'est un film qui doit dater de 93, voilà, bah, allez le voir. Enfin, en tout cas, louez-le. Sur Netflix, peut-être. Ça viendra. Là, à force, ils y seront tous. Donc, Philadelphia. On a le film. Et là, on va voyager un petit peu. Vos prochaines vacances après le confinement. L'endroit où vous avez envie d'être tout de suite, où vous êtes bien. Voilà. Bah, disons que j'ai ma fille qui me tanne pour aller au Japon. Donc, j'aimerais bien pouvoir lui dire, allez, on part au Japon, ça me ferait plaisir. Voilà. Bon, le Japon. Vous n'avez pas eu l'occasion d'y aller quand vous étiez en Chine non, je suis restée en Chine. C'est vaste, hein, la Chine. Oui, il y a de quoi faire. Effectivement. On va aller vers la musique maintenant avec. Vous n'avez le droit d'écouter qu'une seule musique jusqu'à la fin de votre vie. Ah, celle-là, faut pas se tromper. Vous choisissez laquelle? Moi, je suis complètement fan de Serge Reggiani. Et notamment, il y a une chanson qui me bouleverse complètement, c'est Le temps qu'il me reste, ou Le temps qu'il reste, je crois. Voilà, il y a une interprétation, alors c'est pas une chanson très chantée, hein, c'est Serge Reggiani l'a chanté à la fin de sa vie, c'est plus interprété, mais je trouve qu'il y a une force là-dedans. Voilà. Très bien, le bon choix, effectivement, sympa. Et on revient du côté des livres avec cette question. Vous avez la possibilité d'être réincarné en un personnage de roman. Choisissez lequel? Dorian Gray, parce que j'aimerais bien voir ce que ça fait de voir son portrait vieillir et pas soi. Pas mal. Pour vaincre la chirurgie esthétique. Voilà. Oscar Wilde a inventé ça. Bon, après, Dorian Gray, il le paye quand même, en vrai. Hein. Il devient comme quelqu'un de très sympathique. On n'a rien sans rien. C'est le jeu après. On revient alors, côté écran, le petit écran avec la série en ce moment qui vous plaît. Il y a un joker. Hein. Si vous n'êtes pas série, là, on peut passer à autre chose. Non, dernièrement, j'ai regardé quoi comme série? J'ai regardé Messia, j'ai trouvé ça pas mal foutu. Voilà. Netflix, c'est sur Netflix. Hein. Ouais, Netflix. Alors sinon, en vrai, moi, je suis plus série un peu humoristique, comme The Office ou Brooklyn Nine-Nine. Voilà, moi, j'adore. Les références, très bien, forcément. Pour rigoler un bon coup, je crois qu'on en a besoin. On a tous besoin. Et on revient chez les livres avec... Ah, celle-là, faut mettre les pieds dans le plat. L'auteur qui est un petit peu surcoté selon vous. Même parmi les classiques, hein. Vaut mieux que j'aille vers les classiques et vers les morts, ça m'évitera de me faire des... un auteur surcoté... Ah là là... Chez qui j'ai jamais... j'avoue, j'ai jamais réussi à lire Proust. Voilà. Pourtant, j'aime les phrases, hein, mais... Jamais. Pour l'instant, j'ai pas encore réussi. Ça veut pas dire que c'est surcoté. Ça veut dire que c'est moi qui, pour l'instant, passe un peu à côté. On lui dira. Hein. On lui transmettra l'info. On revient dans les médias cette fois avec la personnalité médiatique qui vous agace. Elle vous énerve. Vous trouvez on la voit trop. Elle vous énerve. Il y en a un paquet qui m'énerve. C'est là où elle n'est pas évidente cette question. Je crois qu'en ce moment, il y a un métier que je pourrais pas faire. En tout cas, c'est celui de Sibeth Ndiaye. Je trouve que c'est compliqué de se pointer à la télé et de dire tout et son contraire en une semaine. J'aurais démissionné. Je pense que j'aurais pas pu avoir cette malhonnêteté intellectuelle là. Voilà. C'est vrai qu'elle nous en fait des belles. Mais encore aujourd'hui, le coup de la cigarette. J'ai pas entendu celui-là. Ah mais vous allez vous régaler. J'ai vu ça sur Twitter tout à l'heure. Sur BFM TV, ils faisaient un espèce de duplex avec elle et ils font la présentatrice dit on va être avec Sibeth Ndiaye dans quelques minutes et ils affichent une image d'elle dans son bureau. Elle avait une cigarette au bec. Surprise dans les bureaux, on embrasse la loi E20 qui nous interdit évidemment. Donc voilà, on n'a pas fini. C'est comme une bonne série Netflix, on est toujours surpris, je crois.
Mais bon, à sa décharge, elle a un boulot pas facile quand même. Oui, Moi, oui. je suis pas capable. Effectivement, on peut au moins lui reconnaître ça, c'est clair. Et enfin, le conseil de lecture pour finir, le livre à lire pour Solène Bakowski. Il faut le lire tout de suite, votre livre fétiche. Mon livre fétiche, c'est Des souris et des hommes de Steinbeck. Ultra court, une économie de mots incroyable et une intensité à l'inverse de l'économie de mots, quoi. Je comprends pas, c'est le livre qui m'a... Je l'ai lu très tard, hein. Je l'ai pas découvert au lycée comme la plupart des gens, moi. Mais tant mieux, parce que sans doute que je serais passée à côté du magnifique bouquin que c'est. Et c'est un des rares livres où je l'ai terminé en faisant... Mais pas un parce que je suis restée sur un suspense insoutenable, pas du tout. Je suis pas très fan des romans qui se finissent comme ça en suspense, où ça m'annonce un tome 2, ça m'énerve. Mais là, c'était un coup au plexus, quoi. Je me suis vraiment pris à tout point et moi, j'aime ça dans la lecture. J'aime qu'on m'essore un peu. Voilà. On embrasse le bon vieux John Steinbeck, Des souris et des hommes. Voilà, on a le conseil de lecture, on arrive à la fin de ce nouveau numéro d'Apéro, Pistache et Littérature. Solène, un immense merci pour toutes vos réponses, on s'est régalé. Merci à vous pour cette invitation, c'est chouette. Avec grand plaisir, donc je le remonte, c'est Miracle, le dernier en date, à courir en librairie. Peut-être une sortie poche à attendre ou pour l'instant on ne sait pas encore. Suspense. Là encore, suspense, je garde un voile de mystère. Et ben en tout cas, on ira en librairie, on va vous suivre, on est pressé de vous retrouver. On va parler de vous encore sur les Tribis, on est là. Vous pouvez compter sur nous. Voilà. C'est adorable, merci. Voilà, ben, merci beaucoup Solène, on s'est encore régalé. Nous on va se retrouver la semaine prochaine avec Fabrice Papillon. On va se régaler, vous allez voir, ça va être encore génial. En attendant, n'hésitez pas à découvrir toutes les vidéos Let It Be. On se retrouve très bientôt. Vive la France, à bientôt, voilà.